Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de ce 19h30, le ministre en charge de l'enseignement secondaire en visite à l'école de formation médico-sociale de Parakou, Kouaro Yves Chabi, y est allé pour constater le déroulement des travaux de correction des épreuves de l'évaluation des centres d'alphabétisation. Ces centres ouverts dans le cadre du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation phase 2 et qui est financé par la coopération suisse au Bénin. On parlera aussi dans ce 19h30 de la 4e édition du séminaire de team building de la direction des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances. Les travaux de ce rendez-vous de la communauté des informaticiens sont ouverts hier à Cotonou. 1 million de francs CFA en chèque, c'est le montant reçu par la cycliste béninoise Charlotte Metaovi pour avoir décroché tout récemment une médaille de bronze au championnat d'Afrique de cyclisme sur la piste au Nigeria. La cérémonie de remise du chèque s'est tenue dans les locaux de la Sobreba hier à Cotonou. Voilà pour les titres de ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer. Je vous le disais, le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle en visite jeudi à l'école de formation médico-sociale de Parakou, Kouaro Yves Chabi, y est allé constater le déroulement des travaux de correction des épreuves dans le cadre de l'évaluation des centres d'alphabétisation. Eh bien, ces centres ouverts dans le cadre du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation phase 2, eh bien, c'est un projet financé par la coopération suisse au Bénin et qui vise la promotion des langues nationales au Bénin. Regardez. Entouré du chef centre et des responsables chargés de la mise en œuvre de cette phase 2 du PAGEDA, le ministre Kouaro Yves Chabi a fait le tour des 5 salles de correction correspondant aux 5 langues retenues dans le cadre de ce programme gouvernemental financé par la coopération suisse. À chaque fois, et devant des correcteurs appliqués à la tâche, le chef centre constitue l'autorité. 7069 camps composés, dont 3463 3 femmes. Donc si on veut désagréger, le Borgo a présenté 4171 candidats et la Liborie a présenté 2888 candidats. Donc nous avons en tout pour tout 5 langues, le Batonou, le Bo, le Yoruba, le Dendi et le Fofulde. Les apprenants, que sont des artisans et artisanes des groupes socio-professionnels du Borgou et de la Liborie, ont composé le samedi 3 décembre dernier. Leurs copies reçoivent donc les appréciations des correcteurs. Ils viennent de démarrer et ce que nous devons constater, c'est qu'il y a quand même une bonne maîtrise des apprentissages par les apprenants parce que les premières copies qui sont corrigées, les résultats sont déjà bien, mais nous attendons la fin pour voir qu'est-ce qui peut ressortir de ce qui a été fait. Pour ce qui est des résultats, il y a 2 facteurs. C'est 10 sur 20 qui passent, mais les résultats ne sont pas individuels. Lorsque, par exemple, ils sont dans un centre et que au moins 50%, disons, des apprenants de ce centre-là ont au moins 10 sur 20, donc tout le centre pratiquement passe. Mais s'ils en ont moins, c'est que c'est tout le centre qui reprend. Cette évaluation marque la fin du premier cycle du PAGEDA 2. À l'arrivée, les apprenants sauront lire, écrire et faire des calculs en leur langue respective, ce qui leur permettra de participer activement à la dynamique économique, conformément aux objectifs du gouvernement. Nous venons constater que vous êtes vraiment à l'œuvre, vous le faites avec beaucoup de conscience professionnelle et vous dire que ce que vous faites est très important pour nous. Le gouvernement a mis en place ce programme d'alphabétisation et qui est bien inscrit dans le PAG2. Alors si le gouvernement le fait, comprenez que c'est parce que c'est très important. Nous venons vous encourager à bien faire votre travail avec conscience, avec rigueur. Pour rappel, les 5 langues du programme sont le Batonou, le Bo, le Dendi, le Fulfunde et le Yoruba. La correction des copies, démarrée ce jeudi 8 décembre, va durer 5 jours et débouchera la publication des résultats. Dans
le département du Mono, la crise qui secoue depuis peu la compagnie béninoise de textile CBT n'a pas laissé indifférent le préfet de ce département. Bienvenu Milorin, c'est muet en médiateur de cette crise et qui est né d'un antagonisme entre le personnel de l'entreprise et sa direction générale. Dans la journée du jeudi, le préfet a rencontré les deux parties antagonistes au cours d'une visite effectuée dans les locaux de l'entreprise. Nassi Salossé et Florent Dou. Derrière ces machines qui tournent à plein régime ici à la compagnie béninoise des textiles se cache une ambiance de travail délétère. Tout est parti d'une accusation de malgouvernance brandie par le personnel contre la direction générale et relayée depuis quelques jours sur les médias sociaux. Une situation qui n'a pas laissé indifférent le préfet du Mono, auteur d'une descente dans les locaux de l'entreprise dans la matinée de ce jeudi. Depuis quelques semaines, l'ambiance au sein de l'administration, mais également du personnel de la CBT n'est pas des plus reluisantes. En tant que garant du pouvoir de l'État dans le département, c'était de mon devoir de venir ici et m'enquérir de la réalité des faits. Bien entendu, j'ai mes informations, mais c'était pour moi de tenter une conciliation. Bienvenue Milorin enfile donc le costume de médiateur pour le règlement d'une crise qui peut plomber les performances de cette entreprise spécialisée dans la production du fil cadré 100% coton et tissu cru. Et dans cet exercice de conciliation, l'autorité préfectorale a écouté les deux parties antagonistes autour d'une même table. Autour de cette table, nous avons pu nous accorder sur l'essentiel, c'est de poursuivre les négociations pour que très rapidement la calmie puisse revenir dans la maison. Je pense que les conclusions que nous retenons augurent d'un lendemain meilleur, parce que nous avons quand même pu concilier les deux parties pour que nous puissions ramener la balle à terre, nous retrouver les jours à venir autour d'une table pour aplanir les divergences et rebondir sur de nouvelles bases. Rebondir sur de nouvelles bases pour sauver cette unité de production, fruit de la coopération sino-béninoise. L'hôte du jour a d'ailleurs fait le tour des différents compartiments de cette entreprise, implantée ici à Lokossa il y a 20 ans. Plus de 1000 amis travaillent en permanence, avec une masse salariale estimée à près de 200 millions de francs CFA. Autre volet de l'actualité, le gouvernement n'a pas fait que revaloriser les salaires. Les primes saisonnièrement perçues par les agents de l'État deviennent mensuellement. Pour ces derniers, c'est une nouvelle précision apportée par le porte-parole du gouvernement sur cette actualité. Des mesures hautement sociales adoptées au profit des travailleurs. Wilfried Léandre Ongbeji a aussi mis l'accent sur le taux appliqué aux bas salaires afin d'impacter le pouvoir d'achat du plus grand nombre des Béninois. Eh bien, le secrétaire général adjoint du gouvernement face à la presse vendredi explique que ce n'est que la sensibilisation des patrons d'entreprise qui peut élargir ces mesures au secteur privé. On l'écoute ici. Par le passé, dans notre pays, chaque fois qu'il y a eu revalorisation du point indiciaire ou du salaire, cela a été l'application d'un taux uniforme pour tout le monde. Pour tout le monde. Dans le cas d'espèce, si le gouvernement avait décidé, par exemple, d'appliquer un taux de revalorisation de 35%, de 40% à tout le monde, l'agent de l'État qui gagne 500 000 ou 1 million, il aura 35 ou 40% de plus. Celui qui gagne 100 000 aura 35 ou 40% de plus. À l'équilibre, on s'y perdrait parce que celui qui gagne gros aurait davantage gros, alors que celui qui gagne petit resterait dans la même fourchette. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix d'une approche en deux temps. Une revalorisation du point indiciaire uniforme pour tout le monde, qui s'est élevé à 3% de l'indice, puis l'octroi de sursalaires différenciés selon les catégories auxquelles l'on appartient, selon que l'on se trouve en début, en milieu ou en fin de carrière. Et le tout en veillant à une ingénierie qui fait que, en relevant le salaire du gagne petit, que subitement, il ne se retrouve pas à gagner plus que son chef, qui jusque-là gagnait plus que lui. Et c'est surtout pour
la détermination des marges de ces calculs que nous avons mis aussi un peu de temps. Il y a eu la conjoncture, mais il fallait vraiment affiner le modèle pour ne pas créer encore à l'intérieur de l'injustice. Les primes sont maintenues. Les primes sont maintenues. Ce qui change par contre, c'est la mensualisation de ces primes. Il y a certaines primes que les agents de l'État ont et qui leur sont versées jusque-là de façon périodique, soit trimestriellement, soit semestriellement, soit annuellement. Et vous constaterez que ces primes n'impactent pas réellement la fiche de paye, puisque cela n'est pas pris en compte dans le calcul du salaire net. Ce que nous faisons désormais, c'est de maintenir ces primes, mais de les mensualiser. Et en les mensualisant, nous offrons en fait la possibilité aux travailleurs de pouvoir, pour ceux d'entre eux qui ont recours aux institutions bancaires par exemple, de pouvoir obtenir des prêts plus intéressants. Les discussions entre le gouvernement conduit par le chef de l'État et les partenaires sociaux ont amené l'une et l'autre des parties à faire valoir leurs arguments, leurs positions. Et même si on peut constater qu'il n'y a pas eu d'accord formel sur ce point, chacun a bien pu comprendre, notamment les partenaires sociaux, combien il serait utopique, ou j'allais dire illusoire, de prétendre contraindre les employeurs du privé à aller vers une hiérarchisation, d'autant plus par ailleurs que, comme je l'ai dit, depuis 2014, où le dernier acte incitant à la hiérarchisation des salaires aurait pu intervenir, ça n'a pas été le cas. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, encore une fois, notre approche, c'est de les sensibiliser, c'est de plaider pour que cela se fasse au profit des travailleurs du privé aussi. Parlant toujours de la revalorisation des salaires des fonctionnaires, c'est sans doute le plus grand cadeau que le chef de l'État, Patrice Talon, offre aux fonctionnaires en cette veille des fêtes de fin d'année. Eh bien, la revalorisation des salaires annoncée il y a quelques jours est désormais une réalité au Bénin. Et la bonne nouvelle, c'est ce que dès la fin de ce mois de décembre, les fonctionnaires pourront constater les effets de cette augmentation sur leur salaire. Face à la presse, dans l'après-midi du jeudi, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, président de la commission permanente de négociation entre le gouvernement et les partenaires sociaux, a apporté des précisions sur ces mesures. Le ministre Abdoulaye Biotchane est au micro de Idrissou Boukaré et de Henri Gantier. Premièrement, en ce qui concerne les salaires, c'est la revalorisation du point d'indice de 3%. Ceci s'applique donc à tous les fonctionnaires et aux retraités qui sont donc payés par l'administration centrale. Deuxièmement, sur les fonctionnaires en activité, l'octroi de ce que nous appelons un sursalaire, donc qui vient s'ajouter donc à l'augmentation du salaire issu de la revalorisation du point d'indice. Ce sursalaire varie de 40 000 à 10 000 francs en fonction de votre niveau de salaire, les bas salaires étant privilégiés dans cet exercice-là. Donc, plus votre salaire est bas, plus vous avez un sursalaire plus élevé. Troisièmement, donc, la prise en compte des retraités dans cet exercice-là, parce qu'ils vont bénéficier, premièrement, donc, de la revalorisation des points d'indice, et deuxièmement, pour ceux qui iraient à la retraite à partir de maintenant et qui auraient bénéficié donc des sursalaires, ils iraient à la retraite avec cette revalorisation de leur salaire et donc leur pension sera plus élevée que s'ils n'avaient pas bénéficié de ces sursalaires. Quatrièmement, donc, la création d'une marge qui permet de recruter. Et nous allons commencer par recruter dès le début de l'année dans la santé, dans l'armée, dans les forces de sécurité et bien sûr dans l'éducation. Cinquièmement, donc, le relèvement de la rémunération des assistants au métier d'enseignant, les AME, dont la rémunération passerait désormais de 9 mois à 11 mois. Ça, c'est la première chose.
La chose importante qui vient aussi et qui les concerne, c'est que si vous êtes AME, que vous êtes resté en poste pendant 3 ans, vous pourrez passer désormais ACE, c'est-à-dire contractuel de l'État, pour autant que vous passiez une évaluation qui est avec succès. Et dernier point donc de cette disposition, le relèvement du SMIC qui passe donc de 40 000 à 52 000 francs CFA. Je rappelle, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que la prise d'effet de ces mesures pour ce qui concerne les salaires, c'est le 1er décembre 2022. Donc à la fin de ce mois de décembre, les salariés de la fonction publique vont bénéficier déjà de ces nouveaux salaires qui viennent d'être actés par le Conseil des ministres. Bien, vous savez, les partis politiques sont dans leur rôle, en particulier le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, sont au Parlement, ont des députés et, par l'intermédiaire de ces députés, expriment, disons, les préoccupations des populations. Je peux parler au nom du Bloc républicain, mais c'est pareil pour l'Union progressiste, que la préoccupation que ces députés ont, qui est de relayer la pression exercée par les populations, notamment par les travailleurs, a été assez forte, aussi bien sur les membres du gouvernement, je dois le dire, que sur le chef de l'État lui-même. Mais je peux vous dire, ce n'est pas une décision politique, je vais dire populiste. Elle est politique, c'est vrai, parce que nous avons commencé ces discussions au mois de mai. Maintenant, j'allais dire, ça arrive au bon moment. Ça n'a rien à voir avec les élections. C'est tout simplement une coïncidence, mais c'est une bonne coïncidence et je veux saluer cela. Rencontre annuelle des acteurs de l'administration centrale et des structures déconcentrées du ministère en charge du travail. L'édition de 2022 a permis aux participants de réfléchir sur comment mieux servir les usagers, clients de l'administration publique au Bénin. Reportage. C'est une rencontre annuelle devenue une tradition entre l'administration centrale et les structures déconcentrées du ministère du Travail et de la fonction publique. Un rendez-vous qui se tient chaque année pour faire le point d'exécution du PTA au niveau des directions départementales du ministère. Un véritable creuset dont la finalité vise l'amélioration continue des performances. À l'occasion de cette rencontre, de nouvelles missions sont confiées aux directeurs départementaux. Dans le contexte actuel où de nouvelles réformes sont engagées dans les communes, vous convenez avec moi que les défis à relever par les directeurs départementaux du travail et de la fonction publique sont immenses et déjà, vous l'avez si bien compris que vous vous êtes engagé à suivre le rythme de Madame le ministre. Je voudrais ici saluer cet engagement de votre côté et surtout votre grande disponibilité à œuvrer aux côtés de l'autorité afin que l'objectif qui est de satisfaire au mieux les usagers clients de notre département ministériel soit atteint. Cette édition de 2022 intervient dans un contexte particulier marqué par les réformes de l'administration territoriale au Bénin. Avec les présentes assises, ces acteurs de l'administration publique vont s'équiper davantage pour mieux faire face à leurs sollicitations au niveau déconcentré. Mesdames et messieurs les directeurs départementaux, avec les réformes introduites dans la nouvelle gouvernance des communes, de nouveaux défis vous attendent et doivent être révélés efficacement par vos soins en matière d'assistance et surtout en appui conseil. Par ailleurs, dans le cadre du renforcement des actions de dématérialisation des services publics au niveau déconcentré et décentralisé, vous êtes appelés à vous impliquer activement dans le processus de supervision et de suivi du fonctionnement des centres communaux de services publics et des guichets de services de relations avec les usagers installés dans certaines mairies et directions départementales. Je suis persuadé qu'à l'issue de la présente rencontre, vous serez mieux aguerris pour faire face aux nouveaux défis au niveau déconcentré et décentralisé assignés à notre secteur. 2 jours d'intenses travaux et de réflexion entre administration centrale et structures déconcentrées
afin de révéler l'image du ministère dans son ressort territorial. Et pour relever ces nouveaux défis qui s'imposent à l'administration publique, les directeurs départementaux, eux, sont invités à communiquer, à sensibiliser les usagers sur l'opportunité des outils de gouvernance qui sont mis en place. À Toviclin, localité située dans le département du Koufo, le réseau Wildaf au Bénin procède à la vulgarisation du code foncier et domanial au Bénin. C'est à la faveur d'une session de formation organisée à l'intention des leaders religieux et traditionnels, des autorités locales et autres membres des sessions villageoises de gestion foncière. Une initiative qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet contribuer à la promotion du droit foncier des femmes et filles de cette commune. Eh bien, 2 jours de formation que nous résument ici Narcisse Alossé et Florando. Un échantillon assez représentatif des populations de la commune de Toviclin à l'école du réseau Wildaf Bénin pour mieux s'approprier le contenu du nouveau code foncier domanial au Bénin. Il s'agit des leaders communautaires, des autorités locales, des membres des sections villageoises de gestion foncière et des groupements de femmes à qui l'organisation non gouvernementale explique surtout les dispositions qui parlent de l'égalité hommes et femmes en matière des droits fonciers. Et généralement, les femmes n'ont pas accès à la terre, ont des difficultés alors que c'est elles qui contribuent aux travaux champêtres et elles jouent un grand rôle dans l'agriculture et aussi dans l'alimentation, dans l'autonomisation des personnes pour la réduction en quelque sorte de la faim. Pour la mise en œuvre de ce projet qui bénéficie du soutien du Fonds canadien d'initiative locale, les oratrices du jour ont fait savoir à l'auditoire que la loi prévoit une certaine facilité aux femmes pour avoir accès aux terres, même auprès des collectivités locales. En plus des droits des femmes et des filles, Wildaf Bénin a aussi montré à l'assistance au cours des 2 jours de formation les dispositions de la loi qui parlent de la masculinité positive. Une assistance composée de 70 personnes venues des 7 arrondissements de la commune. Avant, dans nos contrées ici à Dja, les femmes n'avaient pas l'opportunité d'hériter les terres de leur papa. Alors, comme la loi nous exige maintenant, nous sommes prêts à accompagner nos populations à bien écouter les formations. C'est très important. Les propos ou les paroles qu'ils ont émis, surtout pour le développement de nos communautés, ça me fait fier. Les terrains que nos parents, nos papas, les héritages surtout que nos parents nous ont laissés, il est important qu'avec les femmes, nous devons partager. Le projet contribue à la promotion du droit foncier des femmes et des filles, prend ainsi corps dans la commune de Toviclin, située dans le département du Koufo. Un projet d'une durée de 6 mois qui est cofinancé par Wildaf Fedaf Bénin et le Fonds canadien d'initiative locale. 4e édition du séminaire Team Building de la direction des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances. Les travaux de ce rendez-vous de la communauté des informaticiens sont ouverts vendredi à Cotonou. Les acteurs réfléchissent sur la nécessité des actions coordonnées pour prévenir et lutter efficacement contre la cyberattaque. Eh bien, les discussions tournent autour du thème principal, la responsabilité et les responsabilités individuelles et collectives face aux menaces de cybersécurité au Bénin. Reportage. Les informaticiens du ministère de l'économie et des finances en retraite à travers ce team building et performance. Au cœur des échanges, les responsabilités individuelles et collectives face aux menaces de cybersécurité. Avec ce séminaire, les spécialistes de l'informatique réfléchissent ensemble sur comment trouver de nouvelles méthodes et stratégies pour mieux faire face aux nouveaux enjeux. C'est un séminaire que nous faisons pour échanger sur les problématiques, les enjeux, les challenges de la communauté des informaticiens. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays est dans une phase accrue de digitalisation et vous suivez aussi l'actualité. Il ne se passe pas un jour sans qu'aujourd'hui
on ne parle de cyberattaques. Nous avons pas mal de pays qui ont été concernés, de grosses administrations qui sont totalement paralysées. Et nous n'allons pas attendre d'avoir les mêmes déconvenus au Bénin. Nous prenons la question à bras le corps et nous sommes en train de réfléchir ensemble pour voir comment nous organiser par rapport à ces enjeux. Cette retraite des informaticiens du MEF va permettre aux acteurs d'évaluer les outils en place afin de trouver des moyens pour leur renforcement. La communication sur la stratégie nationale de sécurité numérique du Bénin a permis aux participants de formuler des propositions concrètes visant le dépassement des anciennes pratiques en matière de cyberdéfense. C'est pour ça que d'abord nous commençons par prendre la mesure des enjeux dans la communauté des informaticiens, mais notre véritable enjeu, c'est de sensibiliser l'ensemble des fonctionnaires à la bonne hygiène informatique, faire en sorte que le Bénin soit un pays totalement sécurisé en matière de digital. À l'issue de ce séminaire, c'est que chacun puisse avoir la bonne posture et contribuer à évangéliser. Et finalement, à leur retour dans les différentes structures, chacun dans sa structure, puisse évangéliser les collègues et maintenir le cap pour que, comme j'ai dit tout à l'heure, le Bénin, en matière de système d'information, soit vraiment sécurisé. Cette initiative, qui est à sa 4e édition, fait son chemin afin d'améliorer la stratégie nationale de cyberdéfense tout en protégeant les données de l'administration publique. Le ministère des Finances, à travers la DSI, met un accent sur la responsabilité humaine en matière de cybersécurité. Après Alada, la semaine de l'ananas s'ouvre à Cotonou et bien précisément au canal Olympia. Les acteurs à divers niveaux sont appelés à réfléchir autour du thème compétitivité et développement durable de la filière ananas au Bénin. Avancées, défis et production, les activités sont prévues pour durer 3 jours. Teddy Goudalo pour plus de précisions. Deuxième phase de la semaine de l'ananas, édition 2022. L'étape de Cotonou mobilise les acteurs à divers niveaux de la filière en vue de la promotion des différents produits issus de ce fruit qualifié de fruit roi. C'est une rencontre instaurée par l'Association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin. L'Association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin, AIAB, accorde un grand intérêt à cette activité. Elle saisira l'opportunité pour œuvrer pour la promotion de la filière et pour mieux représenter et défendre les intérêts de ses membres. Et nous savons les problèmes qui se posent dans les communes par rapport à l'accès aux terres et beaucoup d'autres choses. Je prends l'engagement qu'à la prochaine réunion que nous aurons au niveau de l'ACB, j'inviterai vos représentants pour qu'une discussion se fasse entre les communes béninoises et vous. C'est la pierre que nous pouvons apporter à l'édifice. Le ministère de l'Industrie et du Commerce se tient toujours prêt pour toutes les actions nécessaires entrant dans le cadre de la promotion des entreprises locales et de la transformation de nos produits locaux. Car nul ne doute de la volonté du gouvernement pour un investissement massif dans la filière agricole à travers le programme d'investissement public pour accompagner les acteurs à mieux produire. Autour du thème principal intitulé « Compétitivité et développement durable de la filière ananas, avancées, défis et propositions », plusieurs activités sont programmées pour les 72 heures que durent les manifestations. Un panel de discussion sur l'accès au marché pour l'ananas du Bénin et ses dérivés, des rencontres B2B et des expositions ventes. L'agriculture béninoise, c'est 28% du PIB. Aujourd'hui, le Bénin a une signature grâce à son agriculture, entre autres. Et cette signature, la contribution de la filière ananas est très importante dedans. C'est vrai, il faut ajouter aussi le coton, où nous sommes premiers depuis plus de 3 campagnes. La qualité du coton, là aussi, on est bon, très bon. Ce n'est pas seulement la quantité, tout comme votre ananas, tout comme votre anacade. Et donc, votre contribution à ce crédit que nous avons aujourd'hui au plan économique, au plan mondial, est importante. Et le ministre voudrait donc vous remercier pour tout cela. Une visite des stands érigés a marqué la fin de cette cérémonie d'ouverture de la semaine de l'ananas.
Autre volet de l'actualité, Dr Vincent Wessou, enseignant-chercheur, a lancé vendredi son ouvrage intitulé « Approche passerelle professionnalisante pour une éducation alternative pour artisans ». Eh bien, c'est un livre dédié aux acteurs de l'alphabétisation. La cérémonie qui consacre son lancement s'est déroulée à l'université d'Abomey-Calavi. Reportage. Intitulé « Approche passerelle professionnalisante pour une éducation alternative pour artisans », cet ouvrage qui fait son entrée dans les rayons de la librairie béninoise a pour auteur Dr Vincent Wessou. Cet outil qui apporte un plus au secteur de l'éducation au Bénin est dédié aux acteurs de l'alphabétisation et ceux du monde éducatif. Ce livre n'est pas né d'une simple envie d'écrire pour devenir auteur. Il est l'expression d'une ambition d'apporter un changement qualitatif dans le sous-secteur de l'éducation alternative pour adultes. Et c'est ça que nous croyons que nous avons fait. La direction de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales va largement exploiter cet ouvrage puisque les formations dispensées aujourd'hui ont pour cible les artisans, principalement les artisans. C'est pour cela que l'ouvrage est la bienvenue. Approche passerelle professionnalisante pour une éducation alternative pour artisans est un livre d'environ 100 de pages, structuré en 6 grandes parties. Paru en 2022 et édité par Ablodé, l'ouvrage a pour préfacier le professeur Massime Dacruz. Il note que les approches andragogiques n'affichent pas suffisamment un intérêt particulier pour la professionnalisation des apprenants. Un constat qui traduit un vide majeur. Et donc, l'auteur nous annonce, dès le résumé ce qui va suivre, pour combler ce vide, nous avons conçu, à partir des approches existantes, une approche nouvelle dénommée approche passerelle professionnalisante qui s'applique principalement aux artisans. Et je voudrais nous inciter, nous inviter à faire le geste qui va nous conduire à acquérir cet ouvrage, à le lire et à l'exploiter. Parce que c'est ça la finalité, il faut l'exploiter pour que les acteurs puissent en tirer le meilleur bénéfice. Et je suis sûr que nous pouvons compter sur vous. L'ouvrage trouve ses racines dans la thèse de doctorat du docteur Vincent Wessou, défendue sur le thème « Alphabétisation fonctionnelle et professionnalisation des artisans, aspects utilitaires et didactiques » le 11 septembre 2021, date de la Journée internationale de l'alphabétisation. 1 million de francs CFA en chèque, c'est le montant reçu par la cycliste béninoise Charlotte Metaovi pour avoir décroché tout récemment une médaille de bronze au championnat d'Afrique de cyclisme sur la piste au Nigeria. La cérémonie de remise de chèques s'est tenue dans les locaux de la Sobera en présence de son directeur général et bien du président de la Fédération béninoise du cyclisme et bien d'autres invités. Voici le compte rendu. Le cyclisme au Bénin se porte mieux. En voici, une fois encore, la preuve. C'est représenter le Bénin pour le championnat d'Afrique sur piste. Et on était 4, 2 filles, 2 garçons sur le terrain pour le championnat d'Afrique. Et j'ai reçu une médaille de bronze pour le Bénin. Une victoire arrachée dans des conditions bien difficiles. Quand ils ont demandé qu'on ait un voyage pour un championnat d'Afrique, je ne savais pas que c'était un terrain très différencié de nos entraînements du Bénin, parce que le Bénin n'a pas, ce terrain n'a pas une piste. Donc c'est arrivé là-bas, on nous a formés pour 10 jours. Et c'est dans ces 10 jours-là, on nous a appris comment rouler sur piste, comment freiner, comment faire les gestes sur piste. Et c'est par rapport à ces petites expériences qu'on nous a données, c'est par rapport à ça que j'ai reçu la médaille. La Fédération béninoise du cyclisme, avec son partenaire de tous les jours, la Sobebra, ont salué le mérite de Charlotte Metaovi en lui offrant un chèque d'1 million de francs CFA.
Moi, je suis contente, je suis tellement contente parce que c'est la première fois que le Bénin a reçu une médaille. Exceptionnel me permettent de féliciter Charlotte qui a porté tout en haut les couleurs du Bénin en décrochant récemment à Abuja, il me semble, une médaille de bronze au championnat d'Afrique de cyclisme sur piste. Malgré cet exploit, le président de la Fédération béninoise du cyclisme ne perd pas de vue l'objectif principal. Nous partons de 2022 à 2032. Notre objectif est de pouvoir aller aux Jeux Olympiques de Brisbane avec des gens que nous avons commencé à tester déjà, qui sont déjà recrutés. Il y a une qui est juste derrière vous, qui s'appelle Melvina. Elle est jeune, elle est très grande. Nous venons de lui commander un vélo à sa taille, parce qu'elle n'a pas de vélo à sa taille, parce qu'elle est très grande. Elle est très grande. Il y a des coureurs qui sont là, qui sont jeunes, qui viennent d'être testés, qui sont bons. Nous avons beaucoup de talent chez nous. C'est les Américains qui nous le disent, parce que les machines sont là et pour le tester. Nous formons des techniciens qui sont aussi dans la salle et qui sont de très bons techniciens qui vont continuer le travail à long terme pour connaître ce résultat et qui sera bien pour notre pays, c'est-à-dire la participation au championnat du monde au Rwanda en 2025, la participation aux futurs Jeux Olympiques. On va y arriver, je suis certain, mais à une condition. À la condition que nous ayons toujours les moyens de faire ce que nous faisions depuis 5 ans. Le cyclisme béninois se réinvente avec ses talents qui ne demandent que la réalisation d'infrastructures adéquates telles qu'un vélodrome pour la bonne pratique de ce sport et pour plus de résultats. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. À demain, 19h30.